Le Loiret est un département dont tout le monde connaît l'existence. Mais peu d'entre nous soupçonnent la quantité de splendeur qu'il recèle. C'est lorsqu'on le survole qu'il se laisse découvrir dans toute sa beauté. Commençons donc notre balade par le château de Chamerolles, édifié par Lancelot Ier du Lac, qui en fera un haut lieu du protestantisme aux environs d'Orléans. Après avoir été détruite durant la Seconde Guerre mondiale, cette merveille de l'architecture sera entièrement restaurée par le Conseil général. Le château de Chamerolles est devenu aujourd'hui un musée de l'histoire et de l'art des parfums. Son magnifique jardin Renaissance est d'ailleurs lui aussi un véritable appel à l'odorat. À quelques kilomètres de là, plus au sud-ouest, enjambant majestueusement la Loire, Orléans, capitale de la région Centre, ville royale et historique. Du haut de ses 80 mètres, la cathédrale Sainte-Croix surplombe la ville. Le classicisme de son architecture en a fait l'un des plus élégants monuments religieux qui soit, avec ses extraordinaires rosaces ciselées et ses multiples flèches élancées. Nous voici place du Martroi, en plein centre d'Orléans, pour découvrir la statue équestre de Jeanne d'Arc, devenue l'emblème de la ville. Au sud d'Orléans, en plein cœur du parc floral, se trouve la source du Loiret. Cette rivière, en grande partie située sur la commune d'Olivet, a donné son nom au département. Remarquablement protégée, elle serpente sur une douzaine de kilomètres et se jette dans la Loire, à la pointe de Courpin. C'est dans un superbe écrin de verdure que se dessine devant nous la petite cité ligérienne de Main-sur-Loire. Le charme particulier de ses maisons anciennes, de sa collégiale et de son magnifique château en font une ville unique en son genre. C'est ici qu'Alexandre Dumas situa la première aventure de D'Artagnan. De l'autre côté du fleuve, découvrons maintenant la commune de Cléry-Saint-André, devenue une étape incontournable d'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Admirez au passage l'architecture étonnante de la basilique de Notre-Dame de Cléry, qui abrite le tombeau et les ossements de Louis XI. La Sologne des étangs est connue pour la diversité et la beauté de ses paysages. L'eau y est capricieuse, tantôt rare, tantôt présente. Lieu de passage pour les migrateurs et de reproduction pour un grand nombre d'oiseaux, la Sologne abrite également une faune magnifique de cerfs, de biches ou de sangliers qui apprécient le calme de ses forêts. Soudain apparaît le château de la Ferté-Saint-Aubin, bordé par les eaux du Cosson.
Ne vous fiez pas à son aspect mystérieux, c'est le château le plus visité de la région, avec ses cuisines, ses écuries, son grenier des jouets et ses nombreuses animations tout au long de l'année. Quittons la Ferté-Saint-Aubin et poursuivons notre survol de la Sologne pour découvrir, au milieu de son immense forêt, de nombreux refuges invisibles de la route. Construit au XVIIIe siècle par un officier irlandais, Château-les-Muides, aujourd'hui devenu un très bel hôtel, enchante par la grâce de ses tourelles et de ses hautes fenêtres au milieu d'un parc de 33 hectares aux essences rares. François Ier nourrissait de grands projets pour la Sologne avec le concours de Léonard de Vinci qui avait imaginé le creusement d'un canal traversant la région. Vannes-sur-Cosson est un petit bourg sologno typique dont le charme tient à l'homogénéité de ses vieilles maisons de briques à pans de bois datant du XVIe siècle. Retrouvons la Loire, au sud du département, à la hauteur du ravissant petit village d'Ousson-sur-Loire, pour admirer le cours et les méandres du fleuve qui connaît, saison après saison, d'importantes variations du niveau de l'eau. C'est ici que le canal latéral à la Loire se dédouble pour laisser l'un de ses bras aller jusqu'à l'ancienne écluse des Mantelots, sur la commune de Châtillon-sur-Loire, où jadis les bateaux traversaient le fleuve. La réalisation du canal de Briare en 1604, sur l'initiative de Sully, facilitera le commerce fluvial entre la Loire et la Seine. Aujourd'hui, cette ancienne escale commerciale est devenue un charmant port de plaisance. Depuis 1896, le canal latéral à la Loire et celui de Briare sont reliés par un gigantesque pont-canal. Cet ouvrage d'art étonnant, de plus de 600 mètres de long, a été en partie conçu par Gustave Eiffel. Il relie directement le bassin de navigation de la Seine à celui de la Saône, en franchissant la Loire. La commune de Briare fut en son temps un véritable carrefour batelier de la Loire et de ses canaux. En descendant le fleuve, apparaît le splendide château féodal de Saint-Brisson-sur-Loire, qui fut construit au XIIe siècle sur un promontoire dominant la Loire. Tout un art guerrier s'y dévoile. Des machines de guerre médiévales, comme par exemple des catapultes, y ont été reconstruites pour le plaisir des visiteurs. Cap sur la ville de Gien. Son château est l'un des tout premiers châteaux de la Loire, tant par sa date de construction que par sa situation géographique.
Sa proximité avec le fleuve, associée à l'existence de son argile blanche, ont concouru à la création de sa célèbre faïencerie. Ce grand édifice royal de briques et de pierre domine la ville et le fleuve. Il abrite aujourd'hui le splendide musée international de la chasse. À une dizaine de kilomètres à l'ouest, sur la rive gauche du fleuve, la commune de Sully-sur-Loire fut de tout temps un point de franchissement de la Loire. Protégée de douves encore en eau, sa forteresse médiévale entre dans l'histoire de France lorsqu'en 752, Pépin le Bref y établit sa cour. Aujourd'hui, cet imposant château classé monument historique est le point d'ancrage du Festival de Sully et du Loiret, festival international très réputé de musique classique. C'est à partir de Sully que le Val-de-Loire est inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Reprenons le cours du dernier grand fleuve sauvage de France et de ses méandres pour atteindre Saint-Benoît où une halte s'impose. Comme se plaisait à dire le poète Max Jacob, il y a autre chose que la ligne dans la beauté, que la couleur et la lumière dans le paysage, il y a l'esprit. Or, l'esprit règne au-dessus de Saint-Benoît. L'abbaye de Fleury, basilique de Saint-Benoît-sur-Loire, fondée en 651, est l'une des plus belles de France. À 2 pas de Saint-Benoît, Germigny-des-Prés est particulièrement connu des historiens et des archéologues pour son église, l'une des plus anciennes de France. De style carolingien, elle fut construite à l'époque de Charlemagne. Admirons au passage le majestueux château de Combreux, de style néo-médiéval, construit en 1887 sur un édifice du XVIe siècle. Il se dresse au cœur de la forêt, en bordure du canal d'Orléans. Avec ses 35 000 hectares de forêt domaniale, la forêt d'Orléans est la plus vaste de France. Ce gigantesque poumon vert et ses nombreux étangs font le bonheur des promeneurs et des amateurs de baignade. Dans la vaste plaine de la Beauce, terre nourricière, avec ses champs de blé à perte de vue, les meuniers tiraient parti de la force des vents pour actionner le puissant mécanisme des 800 moulins qui existaient encore au XIXe siècle. Aujourd'hui, seuls subsistent une dizaine d'entre eux. Montargis s'est développée quant à elle autour de ces moulins à eau, construits au Moyen Âge sur les multiples cours d'eau qui traversent la ville. On l'appelle encore aujourd'hui la Venise du Gâtinais, en raison de ses nombreux canaux, ses ponts et ses passerelles fleuries menant d'une rue à l'autre.
rejoignons un vol d'oiseau, le cœur du Gâtinais, aux couleurs verdoyantes. Au sommet du vallon de la Cléry se dessine devant nous le petit bourg de Chantecoq, point de passage incontournable de randonnée pédestre. Notre voyage se prolonge jusqu'au cœur de Yèvres-le-Châtel, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Sa forteresse, joyau de l'architecture médiévale, se dresse fièrement sur un éperon rocheux, dominant ainsi la Beauce et le Gâtinais. Continuons jusqu'à la limite de la vallée de l'Essonne et de l'Orléanais afin d'admirer le splendide petit château de Rouville qui se dévoile généreusement dans son écrin de verdure. À quelques pas de là, la ville de Malesherbes abrite un imposant château à la façade construite de briques et de pierre dans la tradition de l'école de Fontainebleau. Dans son parc, on peut apercevoir de somptueuses granges d'Imières, l'un des plus vastes pigeonniers de France, ainsi que la maison de Chateaubriand. Ainsi se termine notre périple aérien, qui nous a permis de faire de splendides découvertes et qui nous invite surtout à revenir dans ce superbe département du Loiret pour y découvrir encore beaucoup d'autres secrets cachés.